Bonjour, ici Victor Émilie pour le Bonnet des Patriotes. Ce soir, nous allons parler d'islamisme en compagnie de Mike Deschamps. Bonjour, bonsoir. D'islamisme et d'islam. D'islam, qui est deux concepts très différents. Oui et non. D'accord. D'une certaine manière, tu vas nous guider à travers les méandres de ce champ de mine qu'est l'islamisme. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je prétends pas être un spécialiste de la cause. Ok. C'est une cause? Ça peut être une cause. Pour certains, ça en est une, en tout cas. C'est pas celle du Québec. Non, ça c'est sûr. C'est pas celle du Québec. Pour rassurer nos... Déjà, pour commencer... faut le dire, on est quand même assez loin. Quoique, peut-être que si vous cherchez à en apprendre davantage à faire des liens avec les Québécois, c'est peut-être l'émission pour vous, chers musulmans qui arrivez au Québec. Voilà. Il y a peut-être quelques auditeurs. Ça serait surprenant, mais on ne sait jamais. C'est possible. En tout cas, on va commencer par les bonnes choses. On va commencer par un peu se démarquer. On fait pas une émission non plus comme ça pour disons dire vulgairement chier sur la tête des musulmans. Ouais, exactement. C'est pas du tout le cas. On est là pour expliquer un peu les choses. Et pour ceux qui nous suivent depuis pas très longtemps, il faut savoir que le Bonnet des Patriotes n'est pas foncièrement d'islam, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'anti-islam comme seule grille de lecture, comparativement à beaucoup de nos collègues de d'autres sites qui ne parlent que de ça, qui devient même quasiment un fonds de commerce. Nous, c'est pas du tout ça. On critique l'islam comme on critique les juifs, comme on critique d'autres communautés. Ce qui nous pue au nez au Bonnet des Patriotes, c'est le communautarisme. Ouais. Peu importe lequel c'est. Donc voilà. Donc maintenant, on va aborder un petit peu la question de l'islam au Québec. Alors, quelle est la situation au Québec ? Alors, c'est sûr qu'avec les dernières migrations et avec l'accueil très chaleureux de Justine, qui a ouvert les portes, c'est sûr qu'on a une immigration musulmane qui est beaucoup plus importante qu'on en a eu précédemment. On n'est pas non plus dans un contexte d'immigration comme on pourrait l'être il y a 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'ère du mondialisme, de la mondialisation et d'Internet, les gens qui partent savent déjà à peu près à quoi s'attendre en arrivant dans le pays d'accueil. Donc le contexte est très très différent de l'époque. Donc généralement c'est vrai qu'il y a une grande population musulmane qui arrive. Il y en a de plus en plus. Ça c'est un fait. Les guerres qui ont sévi au Moyen-Orient et puis qui continuent sponsorisées par l'élite mondiale et puis par Benny, par Justine et puis toute son équipe fait en sorte que l'immigration musulmane ne s'arrêtera pas. Ça c'est un fait. Si on fait des guerres, les gens s'en vont, partent de chez eux, même si des fois on se peut poser des questions, puisque effectivement quand on voit un nombre d'hommes débarquer chez nous, on se dit mais pourquoi ils sont pas là pour défendre leur pays finalement. Mais bon. Oui, tout à fait. Et nous avec la constitution qu'on a, disons que sans le vouloir, on a les bras grands ouverts pour accueillir tous les dérives, pas seulement de l'islam, mais de toutes les religions, de toutes les sectes reconnues. Là. Tout à fait. Il faut absolument que le multiculturalisme règne comme idéologie dominatrice sur le Québec et sur le Canada. Mais c'est pas demain la veille que la Cour suprême approuvera une loi qui ne va pas dans ce sens. Exactement. Parce que vous savez probablement qu'il y a un décorum dans ce genre de cours-là qui fait que les changements sont très longs, très lents, et c'est lourd déplacer une pierre du multiculturalisme. Même si c'est une première au Québec et que, bon, on pourrait voir ça comme quelque chose qui va dans le bon sens, parce que c'est un marqueur, qu'on soit pour ou contre la laïcité, c'est un marqueur, mais effectivement, c'est le combat de David contre Goliath. Donc, pour expliquer un peu la situation des musulmans au Québec, donc voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de musulmans, il y en a encore beaucoup qui débarquent. Beaucoup de ces gens-là sont des francophones. C'est aussi une des raisons pour laquelle on voulait chercher ces gens-là quelque part. C'est parce qu'ils parlent un français. Donc on pense qu'ils vont s'adapter parce qu'ils parlent français, mais c'est une erreur.
parce que c'est pas toujours le cas. C'est le communautarisme qui prime sur la langue. Exactement. Comparativement justement à la France, où même si le plan d'immigration n'est pas le même et il ne fonctionne pas forcément mieux, c'est différent parce que on essaye quand même de dire aux gens, bon voilà notre culture. Il y a un peu plus d'affirmation dans l'identité française qu'il y en a au Québec. Au Québec, c'est un peu le contraire. On fait entrer les gens et après on se plie en 4 pour que les gens restent. Alors que ça devrait pas du tout se passer comme ça. Je veux dire, les accommodements raisonnables, l'histoire de Taylor, Bouchard, bon ça aurait pas lieu de se passer normalement. Je veux dire, on vient ici, on dit bon voilà comment ça fonctionne, voilà les règles du jeu. Vous jouez au jeu très bien, vous voulez pas jouer au jeu, trouvez un autre jeu ailleurs. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, mais on a une grande population musulmane donc qui vit à peu près comme tout le monde, qui travaille, qui bosse. Faut pas croire que tous les musulmans sont des assistés sociaux. Ils travaillent. Quoique il y en a une bonne quantité. Le taux de chômage est élevé dans la communauté musulmane. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui viennent parfois de milieux, disons, pas très riches, mais finalement qui sont quand même instruits, qui sont professeurs, et qui évidemment, s'ils peuvent pas être professeurs parce que les diplômes sont pas reconnus, ils finissent par être chauffeurs de taxi ou chauffeurs d'Uber peut-être. Oui, tout à fait. En fait, ce qui arrive souvent, je pense, interromps-moi si je me trompe, mais comment dire, on importe quand même des gens qui arrivent d'une qui avait un mode de vie qui s'acclimate assez difficilement au nôtre, qui est très axé sur le capital. Exactement. Qui est plus sur l'honneur. Exactement. Des valeurs qui sont disparues totalement. Oui, tout à fait. Il y a eu un formatage des cerveaux en Occident où on nous habituait tranquillement à la société marchande. Ouais. On a laissé tomber nos valeurs spirituelles, religieuses pour finalement s'abonner à une vision, disons, marchande de la société. Et ces gens-là, quand ils arrivent, forcément, il y a un choc des civilisations. Eux, ils viennent d'une société qui est encore très patriarcale, où il y a des grandes traditions, où il y a un respect du vieux, respect de l'autre, qu'on trouve pas forcément dans nos sociétés. Donc, il y a un choc. Il y a un respect de l'autre d'une autre manière. Oui, d'autre manière, effectivement. Il y a pas de... Disons que chez le musulman, on n'aura pas, par exemple, des vieux qui vont traîner dans des hospices. Il s'arrange pour que le vieux puisse terminer ses jours, soit chez lui, soit dans la famille. Ouais, c'est un peu dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Mais maintenant, à l'ère d'Internet, c'est ça, c'est que ces gens-là arrivent ici et puis ils savent à peu près à quoi s'attendre. Donc, et dans un système qui est plutôt penché sur le communautarisme, on assiste à finalement des gens qui viennent et puis finalement qui profitent un peu du système, disons, de la marchandise. C'est-à-dire qu'ils vont jouir de cette vie-là tout en restant dans leur dogme à eux. Et là, c'est un communautarisme. Donc, ils ne s'insèrent pas forcément dans la société. C'est-à-dire que oui, ils travaillent avec les autres, ils peuvent rencontrer des gens de différentes cultures. Mais quand il s'agit des traditions, quand il s'agit de culture, ils restent dans leur monde, quoi. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça parfois qu'ils peuvent. Il y en a quand même une bonne quantité qui vont être sur le chômage. C'est que quand oui, tu veux travailler, mais pas à n'importe quel prix sur le plan des valeurs. C'est-à-dire que tu veux pas trahir tes valeurs, mais tu veux quand même travailler. À un moment donné, tu te retrouves sur le chômage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en Amérique en général, il faut que tu fasses ta pute. Oui, puis c'est vrai. Puis pour les plus ignorants d'entre eux, on l'a vu dans divers témoignages en Europe, moins ici, mais en Europe on a vu ça où des gens venaient et puis avaient vraiment des fausses idées de ce qu'était l'Occident en termes de travail, et puis ils pensaient que c'était un petit peu l'Eldorado. Donc ils arrivaient, ils croyaient qu'ils allaient gagner des mille et des mille à pas faire grand chose, et finalement ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus difficile qu'ils le pensent, même voire très très difficile. Et en Europe, on a vu des gens qui sont carrément repartis chez eux, qui ont dit non, on peut pas vivre dans un système pareil parce que de toute façon, déjà qu'on veut pas s'insérer culturellement, s'il y a pas de travail en plus, il y a pas de raison qu'on reste. Et dis-moi, Mike, parmi les il y a des pays qu'on pourrait désigner comme musulmans.
que la religion d'État, parfois, c'est musulman, mais même en provenance de ces pays-là, il y a des gens qui sont pas forcément musulmans, et donc il y a différentes catégories, différentes cultures qui viennent de ces pays-là. Bien sûr, ouais. Peux-tu nous faire un peu quelques distinctions entre des classes de population à travers ces pays musulmans? Bah déjà, il faut savoir... Un portrait rapide. Oui, il faut savoir déjà une chose, c'est que, juste d'un point de vue strictement religieux, un musulman d'Indonésie n'est pas un musulman d'Arabie Saoudite. Tout à fait. Même si en Indonésie, il y a une minorité d'ultra-violents, il y a un endroit qui s'appelle, le nom m'échappe, mais ça va me revenir probablement après, où la charia est appliquée. Et là, on fouette publiquement des gens pour des délits. En Indonésie, c'est un pays quand même qui est composé à peu près de pas loin de 300 millions d'habitants, 90% de la population musulmane, et la plupart des femmes à Jakarta, par exemple, qui est la capitale, ne sont pas voilées. Il y a un mélange en Indonésie de culture islamique avec du bouddhisme, de l'hindouisme. Donc il y a un respect des traditions quand même musulmanes. On entend, j'y étais, donc je peux en témoigner. On entend des mosquées, on entend les prières. Bon, pour ça, c'est sûr qu'on se croirait dans les pays arabes. Mais par rapport au wahhabisme, ça doit être assez différent. Ouais, c'est ça. En Indonésie, c'est beaucoup de sunnites. Il y a pas vraiment de problème. C'est vrai qu'il y a déjà eu des problèmes il y a eu des chrétiens quand même qui ont été persécutés en Indonésie, mais pas tant que ça par rapport aux pays arabes. Donc voilà. Après, dans les pays arabes, Moyen-Orient, c'est sûr qu'il y a des gens. C'est pas les pays arabes, c'est pas un truc qui est complètement compact. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents. Ne serait-ce que si on pense, par exemple, les gens font souvent l'erreur de parler par exemple des Iraniens comme des Arabes alors que ce sont des Perses. Culture différente, oui, musulmane certes, mais culture très différente. La preuve, c'est que l'Arabie Saoudite menace clairement l'Iran à tous les points de vue, au niveau culturel, l'Arabie géopolitique, Saoudite qui est wahhabite. Oui, qui est wahhabite, mais qui est aussi le bras armé des États-Unis dans ce coin, dans ce secteur. Exactement. Donc là, on y viendra par la suite. Mais voilà, c'est ça. On a des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, et puis il y a aussi des Arabes qui sont chrétiens, ça faut pas l'oublier, qui sont des fois persécutés aussi dans leur propre pays, mais que quand ils arrivent ici, le faciès parle, et on les amalgame avec les gens qui viennent du même pays mais qui sont pas de la même religion. Donc tout ça pour dire qu'au Québec, oui, on en aura de plus en plus. Faudra s'attendre à en avoir de plus en plus. Et malheureusement, avec la mondialisation et le mondialisme, et je dirais clairement le manque de couilles de certains au Québec, on va tranquillement se laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire que on contestera rien. On va laisser des gens faire, et quand je dis pas de couilles, c'est pas forcément au niveau des revendications, c'est à un moment donné de s'assumer comme peuple, de dire voilà, on est ça, voilà notre identité, et puis il n'y a pas question qu'on change pour qui que ce soit. Mais Mike, il faudrait peut-être que tu nous fasses un peu le portrait, la distinction entre comment dire, la population en général, des points de vue des politiciens face à l'islam et les immigrants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup s'entrecroisent plusieurs points de vue avec des perceptions très très différentes. Je vais donner un exemple. Par exemple, au Québec, à la politique provinciale, vous avez des libéraux, vous avez ce qui est des caquistes, des péquistes, ça. Et à l'intérieur de ces partis, il y a des doctrines qui sont plus ou moins appliquées. Donc là, il y a la politique apparente et la politique appliquée, ce qui est des fois deux choses différentes. Donc ça peut devenir un peu compliqué. L'impression que la CAQ donne, c'est d'être très ferme sur les principes, mais en fait, quand ils viennent pour les appliquer, sont assez légers. Ouais, enfin, on pourrait leur donner peut-être le bénéfice du doute, parce que ça fait pas trop longtemps qu'ils sont au pouvoir.
Bon, c'est vrai que des fois, le temps de faire un mandat, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, c'est souvent le cas. Je veux dire, c'est difficile pour un politicien aujourd'hui d'avancer dans un programme qu'il a voulu faire, mais c'est vrai que parfois, il y a ce qui est dit et puis ce qui est fait, et il y a des fois une grande différence. Et quand la CAQ veut appliquer la clause non-obstant face à la Cour suprême canadienne, on dirait qu'ils sont payés pour perdre. Parce qu'on on sait très bien que la Cour suprême va peut-être faire des petites concessions par-ci, par-là, mais l'essentiel de leur... ils renieront pas la Constitution canadienne. Non, ça c'est sûr. C'est le fondement même du Canada, donc c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et même que un des juges de la Cour suprême, Borat Askin, dans le livre de Frédéric Bastien, a participé à la modification à l'entérinement de la Constitution canadienne. Fait que, je veux dire, alors que normalement, il y a une séparation des pouvoirs. Et donc, ce que Bastien dit, c'est qu'il y a eu un coup d'État qui part de la Cour suprême. Donc, ça vient même d'eux à la Cour suprême. Donc, vous imaginez, pour ceux qui croiraient que la clause non-obstant permettrait au Québec de se sortir de la Constitution, c'est-à-dire d'avoir ces lois à eux qui sont à l'écart de la loi pan-canadienne, ça n'arrivera pas. Ouais. Parce que la Cour suprême peut toujours lancer de la poudre aux yeux avec une petite concession à gauche puis à droite, mais l'essentiel, ils n'iront jamais. Donc, la CAQ, si elle veut aller sur ce terrain-là, elle va perdre. Oui, et c'est annoncé d'avance. Ah ouais. Mais ce qui permet de rebondir d'ailleurs sur autre chose, c'est que on pense souvent que les musulmans, ou c'est valable aussi pour d'autres communautés, que les musulmans demandent et on fait. Mais c'est pas toujours le cas. Même dans la plupart des cas, si on ne demande pas, c'est déjà fait avant même qu'ils demandent. C'est un peu le principe du multiculturalisme canadien. Ils avaient rien demandé. Ils avaient rien demandé, mais on fait. Je veux dire, pour prendre un seul exemple, le crucifix à l'Assemblée, c'est pas les musulmans qui ont demandé de le décrocher. Exactement. Donc il y a une espèce de moi ce que je qualifierais d'auto-suicide. Si Zemmour a fait le suicide français, on pourra peut-être parler un jour du suicide québécois. On joue un peu au kamikaze, c'est-à-dire qu'on veut que l'autre se défasse de sa religion et nous on accepte de notre côté de se défaire de la nôtre. Et par la même occasion de notre histoire, de notre identité, etc., etc. Et une autre chose, faut que je spécifie, Mike, c'est que j'ai vu passer une annonce récemment d'un ami, c'était sur Facebook, un partage là, qui un genre de demande aux Québécois de traiter les personnes portant des signes distinctifs comme des humains. T'sais. Non, ce ne sont pas des citoyens, ce ne sont pas des... comme si les Québécois avaient tenté de traiter les musulmans comme autre chose que des humains. Oui, parce que ce qui est pas vrai, je veux dire. Oui, bien sûr, mais c'est ça quand je parlais tout à l'heure de mondialisation, d'ère de la mondialisation et de l'internet et du mondialisme et tout ce qui va avec, c'est qu'en fait, on assiste à quelque chose de vraiment particulier, c'est que les droits de l'homme prônent partout et que celui qui est pas accepté dans le pays d'accueil, je veux dire pas accepté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit bon, écoutez, on va mettre un frein à ça, et puis finalement, on va peut-être faire retarder votre dossier, puis éventuellement, vous rentrerez pas au pays. Les gens s'offusquent, ils vont porter plainte. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez pas qu'on rentre chez vous? C'est pas normal. On est un peu dans la logique des droits de l'homme. Oui, c'est-à-dire que j'ai le droit d'immigrer. En fait, c'est plus de dire on vous invite et vous êtes le bienvenu chez nous. C'est de dire je m'invite chez vous. Et j'ai le droit de venir chez vous. Ouais. Tout devient une espèce de droit, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui est dérangeant et qui les transforme en bombes ambulantes. Là. C'est-à-dire qu'un moment donné, si tu t'installes chez quelqu'un, puis je suis invité, tu finis par courir après tu vas te faire casser la gueule. Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui arrive pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois
font preuve de patience, vont dire OK. Et les Québécois sont même très patients. Sont patients. Et parfois, peut-être des fois aussi par naïveté. On le sait pas trop. Mais non, mais pas nécessairement par naïveté. C'est-à-dire que je sais pas s'ils le font consciemment, mais le jour où il y en a un qui va s'échapper, c'est toujours lui qui passe pour le méchant. C'est toujours lui qui passe pour le méchant, c'est-à-dire que c'est lui qui se fait débouter devant la cour, c'est lui qui passe pour raciste, c'est lui qui... Mais ça c'est le principe du mondialisme où les peuples de souche et les peuples, disons, locaux qui habitent dans les pays depuis des centaines d'années deviennent tout d'un coup des autochtones. Parce que, vous voyez, si on était sous un régime, sous une monarchie comme à une certaine époque, c'est-à-dire l'aristocratie se gagnait, c'est-à-dire la noblesse se gagnait pour service rendu au royaume. C'est-à-dire que... Et ça se transmettait de père en fils et ainsi de suite. Ce qui faisait que quelqu'un que ça faisait... qui servait le royaume depuis 300 ans par rapport à celui qui vient d'arriver, celui qui servait... en servant le royaume, puis là, je veux dire, je suis pas en train de dire que du jour au lendemain, on va virer sur une monarchie. Non, je dis juste qu'il y a eu d'autres façons de fonctionner. Ah oui. Et puis, cette manière d'accorder la noblesse à ceux qui avaient servi le roi ou le royaume de façon intègre, qui avaient combattu, qui étaient allés à la guerre, Bon, peut-être pour de mauvaises raisons des fois, mais je veux dire, essentiellement, ils avaient défendu le royaume, donc ils avaient acquis leur lettre de noblesse, et la personne qui arrivait du jour au lendemain avait besoin de se lever tôt pour arriver au même niveau de noblesse. Bon. Oui, ça fonctionne au mérite, en fait. Oui, c'est ça fonctionne au mérite. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas au mérite. Dans la société marchande, ça ne peut plus fonctionner au mérite. C'est-à-dire que la personne qui arrive avec du capital, même si ça fait 1 an, elle peut chialer, puis elle a plus le droit de chialer que la personne qui est là qui sert le royaume depuis 400 ans. D'ailleurs, il y a un exemple très très pertinent par rapport à tout ça, auquel on a assisté il y a quelques mois. C'était quand le gouvernement caquiste avait décidé de se défaire de certains dossiers d'immigration, et on a assisté à un truc vraiment inédit. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui manifestaient dans leur propre pays. Ils n'étaient pas encore rendus ici, qu'ils étaient déjà en train de manifester contre le gouvernement québécois. Ça, c'est vraiment un signe marqueur, quoi. Les images, faut mettre les liens en bas de... Oui, on essaiera de retrouver ça. C'était de l'actualité qui remonte à quelques mois, mais c'était vraiment incroyable. On a vu des gens dans plusieurs pays, au Maroc, je pense, entre autres, ou des gens, en fait, on peut comprendre, des gens qui s'investissent, qui commencent à se dessiner un plan et un avenir, se disent, voilà, du jour au lendemain, je pourrais plus rentrer, mais bon, voilà, ça montre... Ils spéculent sur leur avenir... Et sur leur contestation aussi. Voilà, c'est un peu, bon, on va faire une petite comparaison, mais c'est un peu comme quelqu'un qui vient jouer au casino, il lance la boule, et il dit, bon, voilà, la boule va arriver sur le 98, et je vais ramasser un paquet de pognon ce soir, et finalement, la boule arrive sur le 96, et le gars est en train de s'engueuler avec celui qui a acheté la boule. En disant mais c'est pas normal, je devrais gagner, voilà, c'est un peu ça. C'est quand même quelque chose d'assez inédit, de voir des gens qui sont dans leur propre pays, qui n'ont pas encore mis les pieds au Québec et qui sont déjà foncièrement anti-Québec. Ouais, ça c'est vraiment un signe marqueur, quoi. Ouais. Et après on se dit mais s'ils sont ici, qu'est-ce qui va se passer? La loterie de l'immigration. Et en fait, s'ils sont ici, qu'est-ce qui va se passer? On le sait déjà, on l'a vu il y a pas 30 ans avec la manifestation organisée par Charkaoui, où là effectivement on a des radicaux. Et bon, mais ça, qu'on rappelle quand même à nos auditeurs qui sont quand même, on le rappelle, ultra minoritaires. C'est pas grand chose. Exactement. Mais bon, voilà. C'est ce que je voulais enchaîner là-dessus. Premièrement, là, je voulais parler un peu d'expérience personnelle. Moi, j'ai 2 expériences en forte contradiction. J'ai vécu dans Ville-Saint-Laurent, qui est un quartier multiculturel. En tant que Québécois, il y avait des gens qui étaient contents de voir un Québécois. C'était le premier qu'ils voyaient. C'est-à-dire, j'étais le seul. J'étais littéralement le seul. De temps en temps, quand on s'en va dans Ville-Saint-Laurent, quand on s'en va près du cégep, il y a des Anglais un peu, il y a des... Bon,
Puis quand on s'en va dans certains quartiers un petit peu plus bourgeois, là, OK, il y a du monde avec de l'argent. C'est-à-dire que là où il y a de l'argent, il n'y a pas d'affrontement. Il y a moins de disparité culturelle. C'est-à-dire que quand il y a de la disparité, les gens s'entendent bien de toute façon. L'argent permet de s'entendre, en général. C'est une chose. Mais dans le bout où j'étais, qui était un coin beaucoup moins riche, on va dire ça comme ça, que des communautés, que des communautés. Et les gens sont un peu dans la naïveté. J'ai vu des anecdotes. Par exemple, je me souviens, en avant de mon appartement, il y avait une fête avec une genre de famille de Camerounais. C'était tous des Camerounais, grosse fête. Là. Ils sont des trentaines, 40, et ils chantent pour l'anniversaire de leur enfant, Jean du pays. Tu sais, il y a une certaine volonté de... Mais ils ont jamais vu de Québécois de leur vie. Ça, c'est une autre... ils ont à peu près pas, très peu. Mais je veux dire, ils ont une volonté d'aller vers l'autre. Ça existe. De l'autre côté, je suis passé un moment donné dans une manifestation par pur hasard. Ça n'avait pas été annoncé dans les médias, rien. Et là, on voit les intégristes, les affiches en arabe, t'as l'impression de ne plus être au Canada. C'est-à-dire que les accusations envers le peuple québécois n'ont rien à voir avec ce que le peuple québécois est. T'as l'impression que ces gens-là n'ont jamais vu un Québécois de leur vie. Et même s'ils le voyaient, ils seraient... Est-ce qu'ils ont lu une ligne de Miron? Est-ce qu'ils ont lu une ligne de Victor Lévy-Beaulieu, de Hubert Aquin? Jamais, je veux dire, non, mais les travailleurs non plus, mais eux, on peut leur donner... ils travaillent, donc c'est normal qu'ils n'ont pas le temps de lire. Finalement, ils éduquent leurs enfants, ils ont leur truc à faire. Mais les gens, les extrémistes de la rue, eux, c'est des gens cultivés, mais leur culture n'a rien à voir avec le Canada. Ils ne font pas l'effort pour le... Mais cultiver d'une certaine manière, oui. Mais leur culture locale. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils connaissent sur des affiches. C'est ça, exactement. Et on se demande qu'est-ce qu'ils foutent ici. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, exactement. Et moi, ce que j'avais l'impression, c'est qu'ils étaient soutenus par un groupe qui était par des ficelles étrangères. Oui, en tout cas, Québec, je sais pas trop. En France, je sais qu'en tout cas, c'était connu. On sait que derrière certaines mosquées salafistes en France, il y avait le Qatar, il y avait l'Arabie Saoudite. Et puis, comme ce sont des gros investisseurs qui achètent à peu près tous les clubs de soccer qu'il y a, bon ben voilà, on les laisse un peu faire, quoi. Il y a une petite anecdote en France. Un prince saoud débarque dans le sud de la France. Il prend une plage complète et tout le monde doit partir. Et le gars, il prend la plage complète et on laisse faire ça. Ah ouais. Donc c'est un peu, voilà ce que sont ces gens-là, ils viennent ici et finalement on devrait accepter leur façon de vivre, mais une façon de vivre qui est, disons, qui n'a rien de compatible. Je veux dire, je parle pas de compatible à la société marchande, mais même à notre patrimoine. Mais quand je parle de ficelle, je pense que c'était toi qui me l'avais raconté, Mike, une autre fois. C'était pas le Grand Orient du Québec qui avait hébergé des musulmans. On avait fait une communauté musulmane. On avait fait un reportage devant le Grand Orient du Québec et on avait un restaurateur derrière nous qui nous racontait que devant la Grande Loge, chez la Grande Loge, ils avaient parrainé la Grande Loge qui pour situer les gens, la Grande Loge du Québec, c'est en avant du Collège de Montréal, où est allé étudier des Papineau, les Louis Riel, je crois. Donc voilà la situation au Québec. Donc une minorité de musulmans avec dans la minorité une autre petite minorité. On parle je pense que les derniers chiffres parlaient d'environ 200 à 300 000 musulmans au Québec. Mm-hmm. Et puis pour les radicaux, il suffit de calculer à peu près le nombre de gens qui avaient la manifestation de Charkaoui. On parle d'environ 30 000 personnes. Donc encore là, peut-être que c'est pas 30 000 non plus radicaux, mais disons que voilà, ça avait pas l'air tant radical que ça. Je veux dire dans le. Ça a quand même fini par une prière de rue. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est pas ça que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, c'est que comme dans toute manifestation, il y a
une partie radicale et le reste, c'est des petites familles qui savent même pas ce qu'ils font là, en fait. Ouais, non, Je veux c'est dire, vrai qui ont été embarqués dans Manif. c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, Victor, c'est que ça m'a été confirmé par d'autres personnes. C'est vrai que la communauté musulmane souffre énormément de laxisme. On dénonce rien, on dénonce pas les autres. On avance un peu comme ça, on laisse un peu manipuler. Et c'est vrai que parfois, on l'a vu en Ontario, il y avait des imams manipulateurs qui imposaient la charia aux familles. Quand une femme musulmane en Ontario devait divorcer, elle ignorait complètement la loi canadienne et elle obéissait à la charia. Mm-hmm. Et des fois, c'est pas pour mal faire, c'est simplement par ignorance et puis laxisme. Et un peu. Il faut pas oublier non plus que quand on vit dans un pays où il y a une dictature autre que la dictature d'ici, qui est une dictature de la marchandise, quand on vit dans une dictature où on nous dit quoi faire à la lettre, au bout d'un moment, on finit par perdre un peu ses réflexes. Ouais, mais c'est ça. Puis d'arriver dans un nouveau pays où nos repères sont moins, on a plus tendance à faire confiance à ceux qui prétendent connaître le pays, mais qu'en fait, peut-être pas tant. Donc voilà. Donc on a 200-300 000 musulmans, dont à peu près 30 000 radicaux, à peu près. Donc ça fait à peu près 10% de la population. Maintenant, je vais parler de la différence entre islam et islamisme. Alors, dépendamment à qui on pose la question, certains nous diront, comme Monsieur Zemmour, c'est la même chose. L'islamisme n'est en fait qu'une version de radicalité de l'islam. Mais voilà, est-ce qu'on peut qualifier telle ou telle personne d'islamiste parce que radical? C'est un peu compliqué quand même. Mais disons que on peut dire une chose, c'est que là où on peut rejoindre Zemmour dans ce qu'il raconte, c'est que, par exemple, dans l'islam, l'idolâtrie est interdite. L'idolâtrie, par des statues, par des choses comme ça, est interdite. Donc, ça explique, par exemple, pourquoi en Afghanistan, les radicaux avaient fait sauter des statues de bouddhistes, simplement parce que l'idolâtrie est interdite dans l'islam. Et ça, c'est une lecture terre à terre de l'islam. Donc on pourrait dire que l'islam modéré n'est pas un radical, mais est seulement un islam qui fait un islam un peu à la carte. C'est-à-dire qu'il ne va pas jusque dans les fondements même de l'islam. Donc on pourrait voir ça de cette manière-là. Mais même l'idolâtrie dans le catholicisme, peut-être toléré, là, mais je ne sais pas accepté. Non, c'est pas accepté. C'est un péché. C'est pas accepté, mais donc dans le catholicisme, avec le temps, le temps a fait son travail et finalement. Mais quand je dis le catholicisme, c'est le catholicisme peut-être d'avant Vatican II. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais dans l'islam, c'est vraiment, c'est tout ou rien, quoi. Mais c'est ça. Et ce qui fait aussi que pour n'importe quel musulman qui pratique plus ou moins, ça reste que malgré tout, tout ce qui est idolâtrie de Québécois athées, ça fait bizarre. Bon, c'est ça. Je pense, hein. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, du moins. Oui. Tout à fait. Mais donc c'est ça pour revenir un petit peu à ça, c'est ça, c'est un peu la frontière est parfois difficile à tracer. Et au plus on avance dans notre société où on fréquente des musulmans, c'est-à-dire qu'on a des musulmans devant nous à chaque fois, et au plus on avance dans ce genre de société-là, au plus notre tolérance à la radicalité de l'islam baisse. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans ou 40 ans, une femme qui portait le voile au Québec ou même ailleurs en Occident, c'était pas forcément considéré comme radical. Aujourd'hui, une femme qui porte un voile, on dit c'est l'islam radical. Il faut savoir, juste pour parler du voile, que dans certains pays musulmans, on porte le voile non pas par religion, mais tout simplement parce que c'est une tradition. Il faut rappeler que dans les religions monothéistes, que sont le christianisme et le judaïsme, les femmes portaient le voile. Les femmes portaient le voile, il y avait aussi du sens de respect, et c'est parfois religieux et c'est parfois culturel. Une femme ne sort pas dans une autre famille sans porter son voile, même si elle rencontre d'autres femmes parfois. C'est simplement traditionnel. Donc il y a effectivement un islam politique où des femmes s'imposent par le voile, mais il y a aussi un islam culturel où les femmes le portent par automatisme quasiment.
Et c'est pas forcément de l'oppression, ça faut le savoir. Donc le tracé entre l'islam et l'islamisme est très très compliqué. Ce qu'on peut savoir quand même, est-ce que les gens qui veulent savoir, ils doivent s'intéresser quand même à certaines choses. Ils doivent s'intéresser au fondement de l'islam. C'est-à-dire que il faut savoir que l'islam c'est quand même particulier, puisque les gens se sont battus déjà pour les califats dès le début de l'histoire de l'islam. Ça c'est quand même quelque chose de très très particulier. C'était un peu à celui qui allait détenir l'ultime vérité. Donc ça c'était un peu compliqué. Et puis après bon, il y a déjà des dissensions au sein même des communautés musulmanes. Il y a eu des guerres entre les chiites, les wahhabites, etc. Ils se massacraient les uns les autres. D'ailleurs, on dit souvent que les musulmans sont les premières victimes de d'autres musulmans. C'est un fait. Mais voilà, il y a quand même 3, disons, idéologies islamiques qui sont vraiment intolérables. C'est le wahhabisme, c'est le salafisme et c'est le takfirisme. Et puis là, devant ces gens-là, c'est sûr que nos politiciens sont vraiment à genoux. Là, ils font des courbettes. Je veux dire, on a vu Et pour quelle raison ils font des courbettes? Évidemment, ils font des courbettes parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Ce sont des gens qui tiennent, qui investissent énormément d'argent. Les princes Saoud, les gens au Qatar, sont des gens qui ont beaucoup d'actifs. Et forcément, on voudrait pas faire partir ces gens-là de nos pays, parce que si on les fait partir, on perd un petit peu au niveau économique, quoi. Donc pour que les gens se représentent que ça peut être, c'est un peu comme si l'élite canadienne ou américaine avait une religion en particulier. Et puis, comme ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent faire avancer cette religion. De toute façon, ce qui est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, de toute façon, puisque dans la société marchande, ce qui prime, c'est l'argent, de toute façon. Donc, il n'y a pas de moralité, il n'y a aucune moralité. Et c'est quoi le nom de la religion? Il y a pas, ça, on sait pas. Ouais, parce que des fois, c'est très particulier. Ouais, on a une petite idée, mais à ce niveau-là. Mais il y a pas eu beaucoup de gens. Il y a eu, on peut critiquer, par exemple, Donald Trump pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit. Mais à mon avis, Trump est un des seuls à l'avoir dit clairement, même si on peut dire bon voilà c'est dégueulasse, mais Trump avait dit écoutez, moi je veux bien qu'on vende plus d'armes à l'Arabie Saoudite, mais on va perdre des emplois aux États-Unis, on va perdre énormément d'argent. Et si c'est pas nous qui vendons ces armes-là, il y a d'autres personnes qui vont les vendre. Donc pour situer un peu la chose, il y a donc une minorité de gens et qui effectivement tiennent leur bout parce qu'ils ont de l'argent. Donc on est prêt à faire des courbettes, on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi. Et en plus, nos politiciens savent très bien que ces gens-là investissent les mosquées et puis essayent de propager l'islam conquérant, quoi. Ça on le sait. En France, en tout cas ici, je connais pas les chiffres, mais en France, je pense qu'on a estimé à peu près entre 15 et 20 000 salafistes. Donc là c'est vraiment la radicalité extrême, puis on se demande vraiment qu'est-ce que ces gens viennent foutre là, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Et parfois ces gens-là disent des choses. C'est des prosélytes, des gens. Oui, c'est des prosélytes. Si t'es pas de l'islam, c'est des prosélytes. T'es un impur. Oui, mais ils essayent surtout de convertir les gens et c'est en ça, je pense qu'on l'a déjà dit au bonnet, on a souvent parlé. Et c'est en ça que la laïcité est une erreur là-dessus, à ce niveau-là, parce qu'on pense qu'on aura la laïcité et que du coup l'ardeur islamique va se calmer. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Ces gens-là nous voient, enfin quand je dis nous, je généralise au niveau du peuple québécois, mais voient le peuple québécois comme un peuple laïque. Pour eux, la laïcité, c'est simple, c'est un peuple sans Dieu, donc ignorant. Et donc, un peuple ignorant, qu'est-ce qu'on fait avec ? On essaie de le convertir, tout simplement. Alors que si on avait une religion d'État, c'est sûr qu'ils pourraient peut-être essayer d'essayer de nous convertir quand même et de dire écoutez, ça serait déjà mieux perçu. Mais voilà, c'est qu'on s'affirmerait, on dirait voilà, nous sommes catholiques ou du moins de tradition catholique et on l'assume pleinement et on ne veut pas d'Allah ici. Ce qu'on a ici nous suffit amplement et on n'en veut pas. Mais là, au lieu de ça, c'est de dire ok, on accepte de mettre notre religion d'État, enfin notre ancienne religion d'État, au même niveau que la vôtre, et puis attention, faudra pas passer par-dessus notre voie, parce que nous on dépasse pas par-dessus la vôtre. Donc voilà, mais ça c'est un discours naïf, totalement naïf, parce que ces gens-là, en tout cas je parle des prosélytes, et peut-être que cela concerne les 30 000 musulmans dont on parlait tout à l'heure, ces gens-là n'ont qu'une idée en tête, c'est d'islamiser le Québec à leur façon,
Et la laïcité pour eux, même s'ils se battent contre ça, ça va être un bon moyen de le faire. En fait, ils se battent contre ça pas parce que les Québécois vont devenir laïcs, ils se battent contre ça parce que pour eux, ça leur posera des problèmes. Ils ne pourront plus porter, par exemple, un signe religieux dans un poste d'autorité. C'est leur seul problème. Pour le reste, ils s'en foutent. Pour le reste, ça les avantage. Donc, autrement dit, la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, concerne beaucoup plus les extrémistes. C'est pour tasser les extrémistes, les prosélytes. Oui, les prosélytes, oui. Davantage. Et comme la communauté suit ces prosélytes-là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ils se sentent attaqués, mais non, ça ne devrait pas être eux qui se sentent attaqués. C'est vos élites oui, qui se sentent attaqués. C'est par comme on disait, ils sont. C'est ça, comme on disait, ils sont laxistes, donc du coup ils suivent un peu. Je veux dire, faut pas croire dans la communauté musulmane. Les gens discutent entre eux, ils parlent probablement du projet 21 et puis ils discutent entre eux et puis peut-être que dans l'eau il y a des gens qui ont une lecture de l'islam qui est un peu plus radicale et ils disent bah non c'est pas normal et puis à ce moment-là les gens suivent et c'est ça qu'on dit, il y a du laxisme dans la communauté musulmane et les gens finissent par suivre et ne se disent pas bah oui on veut se décrocher de ces gens-là, on n'a rien à voir avec eux. Là c'est au contraire, c'est on connaît pas et puis finalement on va laisser nos guides spirituels parler à notre place. Ce qui est un peu ça malheureusement. Quand les guides spirituels parlent au nom d'une population dans leur propre pays, on peut dire bon ok c'est comme ça, des fois ça peut être bien bon. Mais quand c'est dans un pays étranger... c'est parce qu'en fait, ces guides spirituels... Ça commence à être problématique. Oui, bien sûr. Ces guides spirituels existent déjà dans leur propre pays d'origine. Oui, oui. Ils n'écoutent que ça. Je veux dire, il faut savoir, moi j'ai déjà été dans des pays musulmans, il faut savoir que la télévision d'État, c'est beaucoup de prières et c'est beaucoup de discours qui sont faits par des imams. Bon, après, t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Alors, les musulmans, par leur laxisme, seront peut-être pas d'accord en privé, mais en public, c'est notre histoire. Et là, à ce moment-là, ils vont suivre comme des moutons. Mais bon, je parle des musulmans, mais ça existe dans d'autres communautés. Hein. Ce concept-là n'est pas exclusif à l'islam. Hein. Il y a d'autres communautés qui sont. Je pense que quelque part, les Québécois suivent leurs élites assez aveuglément. On est tous un peu comme ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, donc ce qui fausse un peu disons la vision qu'on pourrait avoir des musulmans quand on connaît pas de ça et qu'on suit ça d'un peu loin. On voit quelques personnes qui effectivement s'imposent, disent bah non, il faut manger halal et tout ça, et puis il faut nous permettre par exemple de prier. Moi je veux bien t'employer, mais laissez-moi une salle de prière pour que je puisse prier parce que j'ai des prières à faire dans la journée. Donc c'est un peu là où on s'en va et puis malheureusement ça crée ici au Québec dans le peuple ça crée des frustrations. Les gens te disent c'est pas normal que c'est comme ça que ça se passe. Nous quand on va dans leur pays on les respecte, donc il faut qu'ils nous respectent et ça c'est tout à fait vrai, mais en même temps ça devient un peu ça devient pour certains, on la voit sur la page Facebook, hein, n'est-ce pas? Ça devient une espèce d'obsession où finalement on finit par voir le monde uniquement à travers la lorgnette de l'anti-islam. Et puis à ce moment-là, ça va dans tous les sens. On commence à faire des hiérarchies et à dire le mal ultime, c'est l'islam. L'islam est un cancer pour la société. Et puis ça part dans tous les sens et ça part souvent déjà d'un discours émotif. Il y a aucune rationalité là-dedans. Et puis on s'en va vers des absurdités où le halal qui est un marché certes en plein développement, mais qui quand on le compare au kasher est une brindille. On en fait tout un truc, alors que il faut savoir que si on bouffe religieux au Québec, c'est pas à cause des musulmans, mais à cause d'une certaine communauté organisée qui elle s'est imposée. Et là on dit rien. Donc c'est soit par ignorance, soit par hypocrisie. Donc à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses qui sont, disons, perpétuées dans la société québécoise. Et puis ce qui est dommage, surtout au Québec, c'est que quand on s'en prend, on le disait avant que l'émission commence, quand on s'en prend à l'islam, c'est par féminisme. On critique l'islam, on critique le voile des femmes en disant voilà, le voile est un objet d'oppression.
et on critique l'islam au nom du féminisme, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, qui est un concept de mondialiste, hein, rien d'autre, qui est un concept qui consiste à mettre dos à dos les hommes et les femmes. Mais consiste à envoyer la femme travailler exactement aussi des heures qui pour s'épanouir. C'est-à-dire que oui, non, c'est ça, c'est censé être l'épanouissement, mais quand on est, c'est un peu comme les esclaves qui du jour au lendemain sont devenus des travailleurs, c'est-à-dire que c'est travailleurs, mais faut que tu payes tes trucs, donc tu es obligé de travailler pour arriver à payer tes factures. Donc c'est passé d'un esclavage à un autre, autrement dit. C'est ça que la femme, en s'émancipant, soi-disant, a fait. Elle est passée d'un soi-disant esclavage à un autre esclavage. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et c'est ça qui est difficile à accepter quand on a une grille de lecture un peu plus généralisée, qu'on arrive à avoir une vue d'ensemble et qu'on comprend les tenants et les aboutissants du mondialisme, se battre contre une idéologie par une idéologie issue du mondialisme, ça c'est plutôt incroyable. Au-dessus de ces affrontements-là, c'est qu'il y a vraiment il y a des gens qui dirigent les affrontements, en fait. Bien sûr. Qui tirent les, bien sûr. Et je ne révélerai pas ce soir qui tire les ficelles. Je ne révélerai pas de nom. Je donnerai pas de nom. Mais je peux vous dire une certaine chose, c'est que chez nos collègues qui font à peu près le même travail que nous, je sais que la communauté organisée a bien les mains liées là-dedans. Ils sont à fond là-dedans. Il y a certains médias dont je donnerai pas les noms qui sont vraiment, on pourrait même dire, parrainés par la communauté de Lumière. Ça, c'est une évidence. Mm-hmm. Quand on va dans certains articles et qu'on voit que la source de l'article vient du Nightbrit, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Ouais. On sait d'où vient la propagande et on sait à quoi elle sert. Oui, il faut pas oublier non plus que dans une certaine lecture du mondialisme, l'affrontement a tout intérêt à se faire. Donc, on nous dit d'un côté, dans cette communauté, on nous dit d'un côté, acceptez-les, parce que si vous les acceptez pas, vous êtes raciste. Et puis de l'autre côté, on leur dit, bah écoutez, ces gens-là n'ont rien à faire là, il faut se battre contre eux. Donc, c'est les deux faces de la même pièce. Ça, faut le comprendre. Ouais, c'est ça. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la critique de l'islam au Québec. Et pourtant, il y a mille et une façons de critiquer l'islam. L'islam, à travers son dogme, a quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est que l'islam se revendique universel. Et c'est vrai qu'à peu près n'importe qui peut devenir musulman à la conversion. Il n'y a pas, comme dans la communauté organisée, une élection divine. Il n'y a pas un truc par le sang, un pacte par le sang. Il n'y a pas de sacerdoce, par exemple. Non, voilà. Mais par contre, il y a cet universalisme, mais en même temps, il y a un tribalisme énorme chez les musulmans. Les musulmans souffrent de tribalisme. Et pour le comprendre, c'est assez simple. Il faut remonter aux origines. Ils souffrent de tribalisme. Oui, ils souffrent de tribalisme. Ok. Parce qu'ils sont les premiers à souffrir de leurs propres problèmes. Mmh. Et en fait, il faut savoir un truc. En remontant dans les sources de l'islam, quand on a une petite culture, on arrive à remonter assez loin et on comprend que derrière l'islam, il y a l'islamisme et derrière l'islamisme, il y a le judaïsme. Mmh. Et il y a le Talmud. Et quand on dit islam égale soumission? Pas forcément. Pas forcément? Pas forcément. Mais pour le pratiquant, même si dans la théorie, c'est une soumission. Ouais. Puisque islam veut dire soumission. C'est une soumission à Dieu. Ouais, donc on voit par exemple des femmes, des féministes musulmanes qui se disent libres. Okay. Elle est libre, mais elle n'est pas soumise à son mari, mais elle est soumise à Dieu. Donc voilà. Mais ce qui cause problème dans les relations des communautés à l'intérieur du pays, c'est vraiment que d'abord, le Québécois n'est pas affirmé. Ça, c'est un fait. Son nihilisme ne sera jamais accepté par aucune autre communauté sur la planète entière. Ça, impossible. C'est-à-dire que l'athéisme, ça passera jamais. Il n'y a aucune communauté qui va accepter ça. Secondo, il y a un problème de prosélytisme chez les élites musulmanes.
Tertio, il y a un problème, je dirais, d'incompréhension de chaque côté. C'est-à-dire, on connaît pas. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est. Ben, c'est le choc des civilisations, ça c'est tout à fait normal. Et il y a des élites qui poussent à cet affrontement-là. Ouais. Et dans le cas d'un affrontement et dans le cas d'un laisser-aller, la population est perdante. Les seuls qui sont gagnants, c'est les élites qui poussent à la confrontation, qui sont gagnants. Et il y a un dernier point, très très important, à mon sens, et ça c'est le fait de l'ignorance. Mm-hmm. Là, on a un sacré problème au Québec. On n'approfondit pas les choses. On se contente d'une lecture très simple des choses. Et ceux d'en face le savent très bien et ils profitent de ça. Et ils nous méprisent. On devient méprisable parce qu'on est méprisé. C'est un peu comme le fonctionnement avec les Anglais. Les Anglais ont souvent méprisé les Québécois en disant voilà, de toute façon, vous êtes méprisable parce que vous êtes un petit peuple. Vous faites rien, vous tenez pas les rênes de votre économie, donc vous êtes méprisable. Et là, on assiste à la même chose avec certains musulmans qui disent voilà, vous êtes faiblards, vous n'arrivez même pas à écrire dans votre propre langue, vous n'arrivez même pas à écrire sans faire de faute d'orthographe, et donc du coup, on est méprisé parce qu'on devient méprisable. Mm-hmm. Donc, il faut absolument s'affirmer, il faut absolument, creuser la question, lire des bouquins. Il faut absolument devenir beaucoup plus intellectuel pour affronter l'ennemi d'en face, qui lui utilise toutes les manières possibles pour profiter de nous, quoi. En fait, il profite de la faiblesse des Québécois, tout simplement. Ouais, ben la faiblesse des Québécois, bon, c'est beaucoup chez les intellectuels depuis que notre classe enseignante, on va dire, qui était le clergé. C'est le clergé qui s'occupait de l'éducation, est tombé littéralement au combat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su assumer le rôle qui leur était accordé. Et puis, gros problème de ça, c'est que depuis ce temps-là, c'est un peu le capital qui a pris la relève. C'est le capital qui enseigne. Et le capital fait que les enseignants sont très bons enfants. C'est-à-dire, on veut être amis avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on va adapter notre discours à tout le monde pour qu'on s'entende bien, puis tout ça. Au lieu de dire la vérité, au lieu de dire, voilà, c'est ça, que ça vous plaise ou non, c'est ça. Exactement. Et puis, ce que ce manque d'affirmation en termes de manque de rigidité, ce côté bon enfant cause, c'est que, bon, d'un côté, vous avez des Martineaux qui vont mépriser un peu, ils vont se mettre amis avec la population, mais toujours, mais eux, leur objectif, c'est pas la vérité. Leur objectif. C'est ce que j'avais écrit dans un article, là, c'est du nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'au lieu d'élever la population vers quelque chose d'un peu plus intellectuel, on s'abaisse et puis on fait passer des choses qui sont parfois discutable. C'est très, très, très discutable. C'est-à-dire que ce que dit Martineau sur la religion, c'est la majorité du temps des faussetés. Ouais. C'est-à-dire ça fait son affaire, ça fait l'affaire de la société marchande, la société de consommation. Toujours écrit, évidemment, sous le coup de l'émotion, en plus. Tout à fait. Ça, on peut l'expliquer parce qu'il écrit une chronique par jour. Puis un moment donné, il n'y a pas le temps de réfléchir ses chroniques. Il fait juste... les chroniques à l'emporte-pièce. C'est ce qu'on appelle une chronique d'humeur. Bon, le maître de la chronique, le maître de la chronique d'humeur, c'était Pierre Foglia, mais Pierre Foglia avait une culture supérieure à celle de Martineau. Oui, parce que là, Martineau, c'est un peu le client qui va au McDo et puis... oui, c'est exactement s'il vous plaît, une chronique, une frite et un coca. Tout à fait. Et est-ce qu'on a d'autres choses? Donc oui, on va continuer. On est presque à la fin. Okay. On va continuer. Donc là, on avait fait une petite critique de l'islamisme et comme je disais, il y a 1001 façons de critiquer l'islam sans tomber nécessairement dans soit les clichés ou soit se battre avec les outils du mondialisme. C'est-à-dire critiquer l'islam au nom du féminisme. En tout cas, pour ceux qui le veulent, ils font ce qu'ils veulent, mais pour nous, c'est un non catégorique. Ensuite, on va faire la critique de l'islamisme. Alors là, évidemment, c'est très facile de faire de la critique de l'islamisme. Ces gens-là vivent dans un autre temps et qui vivent chez eux, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et encore, bon, c'est un peu abject, mais bon, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Mais quand ils imposent ça ici, c'est vraiment une autre histoire.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour les gens qui sont persuadés et puis qui, pour seule critique, ont que l'islam est un cancer de l'humanité, je suis d'accord avec ça. Mais si on a un cancer, il faut en chercher les causes. Quelles sont les causes de ce cancer de l'humanité? Les causes viennent du judaïsme. C'est aussi simple que ça. Et là, tout le monde l'oublie, personne n'en parle. Il faut lire certains bouquins, dont un rabbin dont je ne me rappelle plus le nom. Enfin bref, je mettrai l'image, peut-être le lien. Un rabbin qui fait un petit bouquin d'introduction, l'introduction au Talmud, et qui raconte, qui détaille en fait certains passages du Talmud. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le Talmud, il y a aussi un code civil. Et en fait, l'islamisme, c'est quoi? C'est la pratique du code civil du Talmud. C'est-à-dire que si on regarde, parce qu'on le voit de temps en temps, on parle à l'intermédiaire de la télévision ou dans les nouvelles, on voit, bon voilà, il y a un gars qui s'est fait décapiter, une femme s'est fait lapider, etc., etc. J'épargne les détails, les gens qui se font jeter des falaises et tout ça. Et c'est assez intéressant de voir que dans le code civil du Talmud, on retrouve absolument toutes ces sévices, absolument toutes. La lapidation existe dans le Talmud. Pour l'adultère, il y a la lapidation qui était inscrite dans le code civil du Talmud. La décapitation est possible. Jeter des gens d'une falaise, c'était la même chose. Et en fait, moi, il y a un bouquin qui est vraiment intéressant que je suggère vraiment à nos auditeurs, qui est d'ailleurs intéressant parce qu'en plus, il est gratuit. Il s'appelle Le Grand Secret de l'Islam. Et ça, il faut le lire absolument pour comprendre que l'islam, à la base, descend d'une tribu judéenne qu'on appelle les Nazaréens, si je me trompe pas. Et donc, ce sont les Nazaréens. Ouais, ce sont des gens qui ont fondé en fait l'islam idéologique. L'islam. Est-ce que c'est Nazaréens de Nazareth? Je pense que oui. Parce que Nazareth, c'est l'endroit où est né Jésus. Oui. Mais c'est ça. Faut savoir. Puis il y a des différentes interprétations. Là. Enfin, ça c'est. Oui, il y a des différentes. Exactement. Mais bref, donc l'islamisme, en fait, les sévices, on les retrouve dans les codes civils du Talmud. Et ça, évidemment, il y a aucun journaliste qui en parlera jamais. Il y a aucun juif qui a intérêt à en parler. Alors après, il faut se poser la question, à quel moment les juifs ont cessé d'interpréter le code civil du Talmud? Puisque, à ce que je sache, en Israël, personne se fait décapiter pour un adultère. Les tribunaux rabbiniques et le code civil talmudique, est-ce que c'est... Il y a eu une réforme qui s'est faite. En tout cas, moi, ok. Ouais, il y a donc, les tribunaux rabbiniques d'aujourd'hui, parce qu'il y a encore des endroits où il y a des tribunaux rabbiniques. Mais il y a une réforme qui s'est faite. Ça a déjà été confirmé par des juifs. Okay. Il y a une réforme qui s'est faite. J'ai pas eu plus de détails que ça. La question m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, si parmi nos auditeurs, on peut nous éclairer là-dessus, ce serait fantastique. Mais voilà. Et en fait, donc l'islamisme descend d'une interprétation du judaïsme. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de points similaires entre le judaïsme et l'islamisme. Quand je dis islamisme, c'est de la pratique radicale de l'islam. Les musulmans font le ramadan, les juifs font autre chose qui sont assez similaires. Des femmes portaient le voile dans l'islam radical, des juifs portaient le voile aussi. Les premières prières juives se faisaient à 4 pattes par terre, hein, comme dans l'islam. Donc il y a une influence énorme, même si on sait que les juifs sont vraiment détestés parmi les musulmans. Il y a une haine assez féroce, pas toujours, mais on le sent parmi la population. Il suffit de voyager au Moyen-Orient et puis en discutant avec les gens, et on peut s'apercevoir que le livre de chevet d'un bon musulman, c'est pas juste le Coran, mais ça peut être aussi Mein Kampf, qui a été distribué, ça faut l'avouer. Donc voilà. Donc les racines de l'islamisme se trouvent dans le judaïsme. Ça, c'est, si on fait des recherches, si on lit les rabbins, ça c'est plus un secret, mais il faut le savoir. Donc quand on critique l'islamisme, on doit à ce moment-là critiquer le judaïsme civil, politique, si on peut dire comme ça. Et certaines personnes pourraient dire que Jésus étant né juif, d'une mère juive, donc il y aurait une descendance juive, et là c'est là que vient le concept de judéo-christianisme, qui est un concept qui a été, je pense,
crée des remous. Oui, qui crée des remous. Puis bon, parce que on s'entend qu'il y a quand même une bonne distinction entre le judaïsme, même qui est pratiqué fidèlement ou infidèlement, et la chrétienté. Je parle surtout du catholicisme. Oui. Le catholicisme, par le sacerdoce, par certains dogmes, tout ça se distingue quand même assez radicalement du judaïsme. Oui, bien sûr. Contrairement au protestantisme qui revient aux bases du judaïsme. Donc là, on va aborder une question essentielle qui est l'islam et le mondialisme. D'accord. Au contraire de l'islamisme et le mondialisme, parce que c'est pas exactement la même chose. Et c'est là où on voit toute la différence entre l'islam et l'islamisme. C'est-à-dire que l'islam est combattu d'une certaine manière par le mondialisme. Je m'explique. Dans l'islam, comme chez les catholiques d'antan, on combattait l'usure. Bien qu'il existe des banques islamiques qui financent les projets... Comme il y avait des banques catholiques... Oui, c'est ça. Donc, mais disons globalement, on se sert des musulmans pour aller dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on crée une immigration musulmane qui sert le capital, parce que ces gens-là sont en plus bien souvent illettrés. Ça, il y en a quand même pas mal. On l'a vu avec les Syriens qui débarquaient ici. Mais le dogme de l'islam même, c'est-à-dire le dogme économique de l'islam est combattu. C'est-à-dire on ne tolère pas qu'il puisse avoir un dogme qui résiste au capital, tout comme un certain catholicisme d'antan combattait le capital aussi. Mais qui aujourd'hui a quasiment enterré et a disparu. Mais voilà, donc il y a deux facettes. Il y a l'islam d'un côté comme, disons, dogme économique qui est combattu, parce que évidemment le capital n'a pas intérêt à avoir des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Et on le voit d'ailleurs quand il y a des pays musulmans où il y a des révolutions, et que le pays prend une tournure, disons, de politique plus libérale, bah là, qui on voit débarquer, on voit des grands financiers débarquer. On voit HSBC s'installer, on voit d'autres trucs qui se faisaient pas. Moi, je suis beaucoup allé en Indonésie, et j'ai vu ce pays évoluer vers ça, tranquillement. C'est-à-dire qu'on combattait l'usure, c'était pas vraiment toléré, on n'aimait pas vraiment ça. Là, au sein de la population, c'était pas vraiment un truc qui était... on comprenait pas qu'on prêtait de l'argent avec des intérêts. Et puis tranquillement, le pays est devenu un peu plus libéral, parce que des compagnies viennent et puis financent les politiques. Hein. Ça, c'est pas un secret pour qui que ce soit. Et puis bah finalement, la politique du conquérant commence à prendre le dessus. Et tranquillement, en y retournant dans les années suivantes, on voit que bah il y a des grosses compagnies qui viennent s'installer. Maintenant, en Indonésie, ils font du prêt à l'usure. Mais ça n'existait pas il y a 40 ans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, d'un côté, l'islam peut être combattu par le mondialisme en tant que obstacle à la marchandise. D'un autre côté, l'islamisme est, lui, au contraire, promu par le mondialisme. C'est-à-dire qu'on se sert de l'islamisme d'abord pour redessiner la carte du Moyen-Orient. Et ça, je renvoie au travail de Pierre Hillard pour pouvoir expliquer tout ça, qui le fait bien mieux que moi. Mais il y a un objectif clair de recréer une carte du Moyen-Orient, et donc à ce moment-là, d'utiliser l'islamisme pour ça. Et puis, d'un autre côté, on utilise aussi l'islamisme pour l'affrontement entre finalement occidentaux et puis radicaux, quoi. On crée ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission, on crée un espèce d'affrontement, et puis l'affrontement, il doit se faire pas uniquement avec des simples musulmans, il doit se faire en y insérant une minorité de radicaux qui permettent de légitimer un certain affrontement, quoi. Donc ils sont là pour ça. Et puis donc voilà à quoi sert l'islamisme. Hein. Il y a rien d'autre que ça. En fait, ils sont même cons jusqu'à un certain point de pas se rendre compte qu'au-dessus d'eux, il y a des gens qui tirent un peu les ficelles et qui ont tout intérêt à
à ce que ces gens-là prennent le pouvoir politiquement sur place. Je veux dire, à un moment donné, quand il y a eu le début de la guerre en Syrie, on se rappelle tous de ces épisodes où les Américains, comme par hasard, larguaient des cargaisons d'armes au-dessus de Daesh. Ah, c'était un accident. On a lâché des grenades, on a lâché 3000 mitraillettes, c'était un accident. C'était pour combattre le méchant Bachar al-Assad. C'est ça, c'était pour combattre le méchant Bachar al-Assad. Donc quand il suffit de se battre contre des gens qui posent des problèmes au capital, bah là on charge les islamistes de le faire. Sauf que dans leur tête à eux, ils sont là pour imposer un nouveau califat. Mais celui qui tire la ficelle sait très bien que le califat il n'y aura pas. On va faire un petit peu de poésie. Califat il n'y aura pas, mais tout simplement on a besoin de ces gens-là pour pourquoi après tout envoyer ses propres soldats, risquer la vie de ses propres soldats quand il y a des débiles mentaux de l'autre côté qui finalement pourraient donner leur vie pour le capital. C'est fantastique, n'est-ce pas, comme stratégie. Pourquoi le faire? Il y a des gens qui sont prêts à se faire sauter pour combattre un ennemi qui est leur ennemi, mais qui est surtout l'ennemi du capital. Pourquoi le faire? Il n'y a aucune raison de le faire. Donc à ce moment-là, on va utiliser ces gens. Ce qui est une certitude, c'est que pour l'instant, l'islamisme est utilisé par la caste mondialiste, et ce qui est une certitude, c'est que le jour où la mission touchera à sa fin, les mondialistes se débarrasseront des islamistes. Quand il n'y aura plus besoin de ces gens-là, ils s'en débarrasseront. Donc voilà, donc on pourra conclure là-dessus. Tu avais d'autres questions ou d'autres observations? L'émission va tout seul ça même, là ça fait... On est pas mal sur la fin. Moi, le seul petit questionnement que j'ai, c'est que est-ce que les hommes, c'est une question existentielle presque, sont faits pour vivre en un seul peuple sur la Terre? On peut en avoir un doute. Ça, c'est une question. Give peace a chance. Oui, non, c'est une question, mais ça émane plutôt d'un esprit mondialiste à la Jacques Attali plutôt. Oui, je le sais. C'est le genre de. Je suis sarcastique. Non, mais effectivement, non, je pense qu'il faut. Pour finir un petit peu avec l'islam, justement, c'est que il faut accepter que des gens comme ça vivent avec leurs dogmes, mais qui vivent chez eux. Je veux dire, s'il y a pas photo, tu sais, qui nous laisse vivre, qui nous laisse déjà nous essayer de combattre l'ennemi qu'il y a chez nous, qui est la marchandise, qui est le nouveau dieu avec l'argent. Hein, c'est un ennemi qu'il faut combattre. Mais il faut justement pas l'oublier parce que pendant qu'il y a des barbus qui défilent, il faut quand même pas oublier que derrière il y a 400 ans de combat contre les Anglos et contre évidemment la marchandise. Ouais, justement, je pense que la prochaine émission ça sera là-dessus. Il va falloir prouver notre point que vraiment le capital c'est l'ennemi parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Non, ça c'est vrai. On en discutera dans une prochaine émission. Ça dépend si on a une grille de lecture plutôt marxienne ou pas. Quant à moi, je suis plutôt marxien, donc c'est ma grille de lecture. Mais même Cato Tradi devrait normalement avoir cette grille de lecture-là, mais c'est même pas le cas. Non, c'est pas le cas parce que je me suis déjà fait expliquer par un Cato que finalement, qui dit marxien dit Marx, qui dit Marx dit communisme. Donc forcément, ça fonctionne pas. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est l'athéisme de Marx le problème. Ouais, l'athéisme de Marx. Et puis. On finira là-dessus. À une prochaine émission. Merci Victor. Et puis à bientôt. Merci Mike. À bientôt. Au revoir. À bientôt.